tous ces gens-là disent à leurs gens: «Vous devez collaborer, les courtiers». Puis encore une fois, mais eux, hésitent à le faire entre eux. C'est un peu paradoxal. Ouais, Si la base, c'est la collaboration, effectivement. c'est un drôle de discours, hein? Moi, si j'étais quelqu'un qui voulait être convaincu de gens qui veulent pas collaborer entre eux, mais qui me disent de collaborer, je serais un peu sceptique. Donc bonjour à tous, salut Eric, comment ça va? Bonjour Florian, ça va très bien, merci. Je suis très heureux de t'avoir. Donc pour te présenter, Eric Charbonneau, tu es le président de Centris. Alors au Québec, tout le monde te connaît, hein, tu es un peu le big boss de l'industrie immobilière. Pour le marché français, je vais te laisser un petit peu te présenter, un petit peu Centris et toi, parce que tu as plusieurs casquettes aussi. Oui, quand même. Merci beaucoup pour l'invitation, premièrement. Bah, C'est avec vraiment plaisir. c'est super agréable. Bon, tu débutes déjà avec une introduction un peu gênante. J'aime pas tellement parler de titre, mais je dirais que je suis un chef d'orchestre, hein, finalement. C'est toute une équipe, Centris. Oui, au Québec, ben, Centris, rapidement, c'est le MLS, qu'on a deux grands volets, hein. On a toute la collaboration entre les courtiers, agents immobiliers. Ouais. Puis on a un volet B2C important, je vais pouvoir en rediscuter. Donc, on est une entreprise qui gère l'MLS, mais qui est une entreprise techno aussi, hein, un Ouais. PropTech, comme on dit, là. Ouais, Donc, tout à fait. Ouais. ouais, tout à fait. Ouais, il y a un côté grand public, portail Ouais, immobilier leader au Québec ouais. et tous les outils de technologie qui sont fournis aux courtiers, que ce soit MLS ou autre, on va en parler. Donc aujourd'hui, en gros, 100% des professionnels de l'immobilier au Québec travaillent au quotidien avec les outils de Centris, hein, si je dois résumer. Ouais, ben 100%, en tout cas 99,9 Ouais. certainement. Donc, il y a toujours quelques exceptions, entre autres dans le domaine du grand commercial, là, on est un Ok. peu moins présent, mais sinon, tout ce qui est Ouais. résidentiel et même commercial en général, oui, ils travaillent avec nos outils. Notre gamme d'outils est assez variée, puis elle est offerte au Québec, puis depuis un certain temps, elle est offerte à l'extérieur du Québec. Donc, on pourra en parler aussi donc, en Floride, en Colombie-Britannique et prochainement là, en Europe, En Europe, j'espère. ouais. Ouais. Super, écoute, moi ça me fait plaisir de t'avoir sur cette interview parce que en France, notamment, on parle beaucoup de MLS. La profession n'arrive pas à se réunir autour d'un MLS commun, autour d'un portail immobilier commun, parce qu'on va en parler, c'est ce qui en découle. Et je trouvais ça intéressant de parler de l'expérience que tu as, parce que c'est toi qui as fondé Centris au Québec et qui a un peu agrégé la profession. L'historique de tout ça, comment t'y es arrivé, les freins que tu as eus et voir qu'est-ce qu'en France, les professionnels de l'immobilier pourraient tirer comme leçon pour aller vers un MLS global et surtout une unification de la profession. Parce que je trouve que c'est ça le beau projet autour du MLS. C'est ça un petit peu, c'est d'unifier les professionnels. Oui, oui, puis même au-delà des professionnels dans les faits, mais tu sais, si on regarde le MLS à la base, au Québec, c'est implanté bien avant ma naissance, hein. Ouais. C'est culturel en Amérique du Nord et ça a débuté par des gens d'affaires dans des petites régions, dans des petites communautés qui se réunissaient puis qui ont vu l'avantage à se rencontrer sur des formats assez de plus en plus formels et à discuter. Et moi, j'ai tel bien à vendre et si tu me trouves un client, ben, je t'offrirai telle chose. Puis avec le temps, ben, cette culture-là s'est développée de façon formelle. Ils ont créé des réseaux, etc. Ok. Et la technologie est arrivée et là, ben, on a transformé les réunions de salon ou les réunions de chambre de commerce Ouais. en outils technologiques. Hein, mais... Ouais, parce que historiquement, il y a pas un MLS, c'est Ah! des multitudes de MLS. Ben oui, parce que, dans le fond, la technologie a transformé ce que les gens faisaient en présentiel. Hein? Finalement, on se rencontre, mais là, la technologie n'a plus besoin de se rencontrer. Puis là, on parle de ça dans les années 80 et surtout, hein, la technologie qui a explosé. Donc, on s'est retrouvé avec, comme il y avait un paquet de réseaux dans chacune des petites communes, mais il y avait plus d'un 1000 MLS en Amérique Ok. du Nord, juste pour dire. Donc, on a transformé ce que les humains faisaient en personne en technologie. Puis Centris, ben, est né un peu de cette multitude de MLS. Hein. Moi, Ok. quand je suis arrivé au départ, on me donne la responsabilité d'un MLS et je réalise que juste au Québec, il y en a 12 autres. Ok. Donc Donc, ça part de là déjà. et de toute taille. Là. On avait des MLS. Non, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que en France, il y a plusieurs initiatives autour des MLS. Avec chacun des logiques différentes. Puis tout le monde se dit, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'agréger, il y a trop d'initiatives. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que au Québec ou globalement en Amérique du Nord, aux États-Unis, ça a toujours fonctionné comme ça. Il y a toujours eu une multitude de MLS et à un moment, on arrive à converger vers quelque chose d'un peu d'unifié. Ben, c'est ce qui est le plus paradoxal hein, dans les Ouais. faits, où est-ce que les MLS disent c'est la bonne chose de collaborer, c'est la bonne chose de collaborer, mais les associations ne collaboraient pas entre eux. Donc, c'est Ok. un peu le paradoxe des ambassadeurs MLS qui ne collaborent pas entre eux. Donc, finalement, c'est un peu là où Centris est arrivé, où est-ce que je me suis dit, mais il y a un non-sens. On dit à tout le monde de collaborer, mais les associations ne collaborent pas. Ok. Donc on a mis les associations ensemble, on dit, on va faire
un bon MLS. Avant de parler de comment Centris a agrégé tout ça, on va peut-être faire juste un petit rappel. Qu'est-ce que c'est un MLS concrètement? Parce que en France, c'est quand ici, au Québec, en Amérique du Nord, il n'y a pas de sujet, c'est l'outil de travail numéro un. Mais en France, il y a des initiatives, mais je pense que tout le monde ne connaît pas forcément ce terme. Ils vont connaître des associations qui font du MLS. Donc, qu'est-ce qu'un MLS là? Simplement en une minute. Un vrai MLS, c'est fort simple. Un vrai MLS, c'est l'aspect, on pourrait dire, transactionnel à la base. J'ai un bien, je dis à tous mes collègues, si vous trouvez un acquéreur pour ce bien, je vous offre un montant, un pourcentage, peu importe, je vous offre une rétribution. Okay. Ça, c'est l'aspect financier. Donc, tout le monde est intéressé par le concept financier. Mais ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas, à côté de ça, des règles. Ouais. Comment on fonctionne dans notre collaboration? Fait que le deuxième élément d'un MLS, c'est des bonnes règles. Donc, il faut minimalement publier des informations sur le bien, etc., etc. Puis les règles peuvent varier d'un endroit à l'autre, mais de façon générale, les règles sont assez similaires. Des règles de collaboration, des règles d'affichage d'informations, il faut que tu rentres ton inscription après un certain temps, toutes sortes de règles. Et le troisième élément, c'est toute la question de dispute. Dans l'éventualité où il y aurait une dispute entre « mais non, j'y ai droit, j'y ai pas droit », il faut qu'il y ait un organe de règlement. Okay. Bien que c'est très peu fréquent dans les faits au Québec. Ouais. Là, on fait plus de 100 000 transactions MLS par année. Il y a une cinquantaine de disputes et qui se règlent à l'amiable dans 45 sur 50. Donc, il en reste 5 petit concept d'arbitrage. Okay. Donc, mais c'est important. Parce que les règles sont claires dès le début. Oui, sont règles. Puis comme tout le monde sait qu'il y a un organe de règlement, habituellement, il n'y en a pas de dispute où les gens s'organisent. Donc, c'est normal. Puis c'est ce qui donne confiance au système. Que finalement, oui, il me dit qu'il me donnera tant. Deuxièmement, selon des règles établies. Troisièmement, si jamais on ne le voit pas de la même façon, ça sera géré et les règles sont claires. Donc, s'il n'y a pas d'organe pour le régler, s'il n'y a pas de règles, le MLS fonctionne mal. Ça devient plutôt qu'un système basé sur la bonne foi, peu structuré. Donc, il n'y a pas de pérennité dans un système. Exactement. Et ce qui est, je pense, important, c'est que dans un MLS, on partage toutes ses propriétés, toutes ses inscriptions. Parce que c'est un peu ça, la problématique en France, j'ai l'impression, c'est que ce soit dans les associations, généralement, on va partager les propriétés on sait qu'on va avoir du mal à vendre, mais tout ce qui va être facile à vendre, on se le garde pour soi parce qu'on est sûr de toucher la commission. Oui, c'est une vision, je dirais, à court terme. Puis je comprends les gens qui réussissent bien dans l'immobilier en disant « Est-ce que je mets à risque mon modèle d'affaires? Hein? » C'est ça la question. C'est tout à fait légitime. Dans les faits, ça ne peut pas être une poubelle où on met les choses que finalement, on se dit « Bon, celle-là, non. » je pense que c'est tellement le terme. Non, exact. Et c'est une problématique, je trouve, en France. Oui, mais c'est partout. Hein? On regarde ce qui se passe, même en Amérique du Nord. Tout ça, cette tendance-là est toujours à quelque part en arrière de la tête des gens. Hein? C'est un peu normal de se dire ça, mais à la base, le problème de cette situation-là, c'est que c'est le consommateur qui n'est pas le mieux servi. Parce qu'au bout de la ligne, le MLS, c'est bon pour l'industrie, mais c'est surtout bon pour le consommateur. Et quand c'est bon pour le consommateur, c'est très bon pour l'industrie. Ouais. C'est ça que les gens oublient. C'est si les consommateurs ne voient pas qu'on travaille dans leur intérêt, est-ce qu'ils vont avoir confiance aux professionnels? Quand les consommateurs voient que c'est dans leur intérêt d'être sur MLS, c'est dans leur intérêt de travailler avec un professionnel. Donc, les gens ont confiance aux professionnels parce que c'est certain que l'exposition du bien à un ensemble plus grand, comme vendeur, c'est mieux. Et comme acheteur, tu as confiance dans un système où il y a des règles et tout ça. Tu as raison de parler de confiance. Tu vois, moi qui connais très bien les deux marchés, français et québécois, en France, les professionnels de l'immobilier, les agents immobiliers sont encore mal vus, il y a encore cette mauvaise réputation, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas au Québec. Ici, tu as un projet immobilier, tu prends ton courtier, point. Il n'y a même pas de questions à ce niveau-là. Et c'est pas du tout... Alors, il faut trouver le professionnel en qui tu as confiance, etc. Mais ce n'est pas du tout la même logique. Et effectivement, comme tu dis, j'ai l'impression que cette confiance est née de la collaboration du MLS à ce niveau-là. Oui, et puis ça l'amène quoi parfois des meilleures rétributions et souvent beaucoup plus de parts de marché des professionnels. Ouais. Donc, finalement, les gens ont peur parfois de perdre leur petit morceau de tarte alors qu'ils pourraient avoir un morceau de tarte dans une tarte beaucoup plus grande. Ouais. Donc, finalement, on oublie que la tarte peut grandir. Ouais. On est focusé sur notre petit morceau qu'on ne veut pas perdre. Mais finalement, si on grandit la tarte, tout le monde y gagne. Puis c'est là l'idée du MLS. C'est avant tout, pourquoi ça fonctionne? C'est parce que les consommateurs, c'est bon pour eux. Donc, c'est bon pour les professionnels. Merci pour cette présentation du MLS et la philosophie derrière, c'est super intéressant.
Donc sur l'historique, on disait au Québec 12 MLS différents, pas encore trop de technologie, etc. Puis toi, à un moment, tu arrives sur le marché avec Centris. Je la raconte comme une petite histoire. Alors, comment ça se passe? À quel moment, comment tu as réussi à agréger tout ça en un MLS commun? J'étais en train de le dire un peu tantôt en disant que je trouvais ça un peu paradoxal que tous les MLS disaient c'est important de collaborer, mais les associations ou les MLS ne collaboraient pas entre eux. Donc, ils voulaient tous garder leur petit morceau de tarte, eux aussi. Puis finalement, ça ne servait pas les professionnels, parce que certains professionnels devaient être participants dans 2-3 MLS. Ça ne servait pas très bien le consommateur. Ça ne donnait pas la force de frappe qu'une industrie devrait avoir. Finalement, ça laissait la place aux joueurs externes qui ont des intérêts très différents, ni le consommateur, ni le professionnel, souvent les actionnaires. Ouais. Donc, on le voit, des méga corporations qui prennent leur place. Donc, moi, ma vision, c'était, si on demande aux courtiers de travailler ensemble, toutes les associations devraient travailler ensemble. Donc, j'ai eu de la résistance, hein? Personne ne voulait, comme certains courtiers immobiliers qui disaient « je ne veux pas perdre mon petit morceau ». Mais finalement, je pense qu'on a convaincu tout le monde du bienfait, on l'a fait, on l'a mis ensemble, et ça nous a donné plein d'ailes à la profession pour pouvoir voler beaucoup plus haut, là, atteindre d'autres altitudes parce qu'on était regroupés. Ça, c'est la force au Québec maintenant. Comment tu as réussi ce pari? Parce que je suppose qu'il y avait des enjeux politiques, il y avait des enjeux de chacun voulait garder le pouvoir sur son MLS local. Comme si nous, en France, à un moment, on voulait réunir différents acteurs qui ont des enjeux différents. Ça a été quoi les freins? Comment tu as réglé ça? Évidemment, j'avais tous les argumentaires inimaginables dans des salles du type mais là, si la personne de l'autre côté de la rivière peut venir vendre une propriété ici parce qu'il a accès à tout, mais finalement... Mais la réponse à ça, c'est si tu es bon dans ce que tu fais, ouvrir des marchés, normalement, les meilleurs s'en sortent mieux. Donc, à moins que tu t'avoues que tu n'es pas très bon, tu ne devrais pas t'inquiéter de pouvoir partager. Puis encore une fois, la force a fait, puis on y reviendra un peu plus tard, un des éléments très convaincants qu'on avait, c'est si on est tous ensemble, on pourra, une fois pour tout, compétitionner les grands joueurs de l'extérieur, qui, eux, à l'inverse, de plus en plus, on est un peu pris otage de ces joueurs-là. On le voit aux États-Unis, on le voit en Europe, ou des grands groupes médias, ou des gens comme ça. Puis sincèrement, je suis tout à fait à l'aise avec beaucoup de compétition, mais de la compétition, il faut que tu fasses partie du jeu pour compétitionner. Si tu es à l'extérieur, ça ne s'appelle pas de la compétition, ça s'appelle des fournisseurs obligatoires. Donc là, on n'est pas dans de la saine compétition. Donc nous, un des messages qu'on envoyait, si on se met ensemble, on pourra développer une vision qui permettra, nous aussi, de prendre notre place au soleil au niveau du consommateur, puis de nous mettre notre profession de l'avant, mettre les biens de l'avant, expliquer pourquoi c'est important de faire affaire professionnelle. Sinon, on se retrouve dans ces grandes plateformes-là, avec n'importe qui, n'importe quoi. Il n'y a pas de différence presque avec la vente par le propriétaire qu'un professionnel bon, professionnel moins bon. Tout est là. Là, on se dit, on se donne des règles, on les expose, nos règles aux consommateurs. Donc, c'était la maturité du MLS. Peut-être que je me trompe sur les timelines. Est-ce qu'à l'époque, Zillow, justement, a été vu comme une menace pour vous et a été un argument... en se disant s'ils arrivent au Canada, au Québec, donc Zillow qui est un peu le portail immobilier leader aux États-Unis. Pour être bien honnête, et on va prendre le crédit pour ça, on avait une certaine vision. Donc Zillow n'était pas là à l'époque. Mais l'Internet était là depuis quelques années. On parle des années 2005, 2008, donc on voyait toute la place qu'on prenait. Puis on avait eu une vision de prendre notre place. Pour être bien sincère, en se disant... Finalement, ce qui va arriver, c'est que des gens vont regrouper, vont devenir, comme dans tout domaine, hein, c'est pas propre à l'immobilier, des joueurs qui dominent Facebook dans un domaine où il y a toujours des grands joueurs qui dominent. Si on ne la prend pas notre place, elle va être prise par quelqu'un d'autre. Puis c'est ce qui est arrivé. Puis au Québec, heureusement, on a de la compétition, mais je suis certain, on a très bien pris notre place là, à ce niveau-là. Donc, c'est le professionnel qui est de l'avant. Vous avez bien anticipé, c'était pas pour répondre à une menace aux États-Unis. Une menace latente, disons-le comme ça, exactement. On va passer un peu au fonctionnement. Alors, comment ça fonctionne, Centris? Concrètement, il y a plusieurs outils. Comme on le disait, il y a un volet... B2C, donc pour le consommateur, mais un volet B2B
pour les professionnels. Tu peux nous parler un petit peu du fonctionnement de tout ça, de façon concrète, comment ça se traduit? Concrète, c'est assez simple. Là. Comme je vous disais, il y a des règles. Donc, le courtier obtient son mandat. Il détermine avec son client là, quelle sera la partie qui sera offerte au collaborateur, ce qu'on appelle le courtier de l'acheteur, s'il y a lieu, bien entendu, parce qu'il est toujours possible que le courtier du vendeur vende la propriété. Hein? C'est pas exclu, soit dit en passant. Là. Donc, à partir de ce moment-là, il rentre le bien dans le MLS. Le bien-là est publié sur le portail consommateur instantanément, évidemment, à tous ses collègues qui ont des alertes ou des choses comme ça, qui pourraient les aviser qu'il y a un nouveau bien. Donc, par la suite, là, il y a tout le principe des offres d'achat, etc., puis jusqu'à la conclusion de la transaction. Nous, pour l'accompagner dans tout ça, on fournit plein d'outils. Là, on s'intègre à des outils de CRM, hein, comme il y a partout en Europe. Donc, on s'intègre. Pour nous, c'est des collaborateurs. Hein, donc, on s'intègre au CRM. On a des outils, tous les outils de gestion de visite hein, qu'on peut s'imaginer. Comment on collabore ensemble? C'est tout automatisé, c'est tout structuré. Donc, avec le client, avec les différentes parties prenantes. Donc, pour organiser les visites, les calendriers, etc. Donc, la gamme d'outils est assez large quand même. Alors, coupe-moi si je dis une bêtise. Il me semble que le pilier de tout ça, c'est la saisie à la source. Ouais. Moi, ma compréhension, c'est que le courtier, quand il rentre un mandat, il rentre une inscription, il doit faire la saisie à la source sur Centris. C'est-à-dire que c'est Centris qui agrège toute la donnée pour la dispatcher. Là où en France, ça va être le logiciel de transaction, le CRM qui va agréger la donnée, là, c'est vous qui êtes au cœur de la donnée, ce qui fait qu'après, c'est tous les outils qui vont devoir se connecter à vous pour accéder à la donnée et donc nouer des partenariats. Est-ce que ça, c'est pas un des enjeux justement stratégiques d'avoir ce contrôle en amont En amont, pas tellement. D'avoir le contrôle sur la data, oui. Donc, en amont, le modèle où on le saisit directement dans la MLS, c'est un modèle très valable parce que c'est facile d'établir les règles. Hein, de ce champ-là est obligatoire, vous devez absolument mettre la superficie du bâtiment, ou dépendant des règles qu'on voudrait mettre. Donc, mais au moins, ça uniformise. Ça uniformise. Mais dans tous les cas, ça se fait bien aussi à partir d'un logiciel métier. Donc, ça peut être transféré d'un logiciel métier, puis si c'est transféré d'un logiciel métier, parce que le logiciel métier, souvent, fait beaucoup d'autres choses que le MLS ne fait pas. Donc, le logiciel métier est au cœur aussi. Là. Pour nous, c'est un partenaire. Si ça vient du logiciel métier, à ce moment-là, s'il y a des règles qui ne sont pas suivies, quand vous allez l'amener vers le MLS, on vous dira ce qu'il faudra compléter là, pour avoir une fiche quand même uniforme. L'uniformisation, la standardisation, elle est importante. Mais le plus important, c'est que l'industrie reprend, ou la profession reprend le contrôle de sa data. Pourquoi c'est si important? Qui est le vrai professionnel qui connaît l'évolution du marché? On peut en parler de façon intuitive, mais qui a tous les statistiques? Qui a toute l'information pour démontrer l'évolution du marché? Qui est le porte-parole du marché de l'immobilier crédible, avec chiffres à l'appui? Mais nous, au Québec, depuis 2008, maintenant, qu'on a une base de données centralisée, qu'on a tous les biens, je pense que tu le sais, Florent, on fait des conférences. C'est vous qui avez la data de tous les vendus du Québec. Exactement. Parce que c'est ça l'autre pan qu'il faut comprendre, c'est que certes, il y a la diffusion des annonces, la saisie, mais une fois que c'est vendu, toute l'information et la data est compilée chez vous et est accessible au courtier. Pour réaliser ses estimations, il a l'ensemble des données et l'historique. Elle appartient à la communauté. Donc, la communauté des courtiers immobiliers ou des agents immobiliers, premièrement, c'est à eux. Puis effectivement, tout le monde y a accès. Puis on peut, comme profession, devenir la personne qui, sinon, on peut en parler, mais si on n'a pas les chiffres à l'appui puis on n'a pas une structure, c'est une des problématiques. Ça devient un peu anecdotique. Puis dans d'autres pays, on le voit, c'est ou bien les notaires, ou bien des institutions financières, ou bien des gens qui sortent des chiffres dont on sait où ça sort de toute façon. Donc, au Québec, l'autorité en termes de marché de l'immobilier, c'est clairement le professionnel, et le professionnel avec chiffre à l'appui. Là. C'est pas bien. Moi, c'est ça que je trouve fascinant dans le modèle, c'est qu'effectivement, quand un courtier fait une estimation d'une maison, en comparable, il a l'ensemble de la base de données des vendus pour réaliser son estimation. Ce n'est pas ses propres comparables, ses propres vendus. Ce qui peut arriver en France, si une agence elle travaille toute seule, elle a son historique de l'agence, mais elle n'a pas accès à tout ce qui a été vendu par les concurrents, etc., qui sont quand même des pertinents. Ça prend quand même beaucoup de data pour faire des bons comparables et pour être crédible. Fait que, malgré toute notre base de données, dans certains cas, il faut qu'il soit créatif, mais on a tous des systèmes comparables, puis faire des ajustements, puis tous des outils automatisés qui permettent de dire cette propriété-là se compare, mais vous voyez, elle n'a pas je lui déduis 10 000 $, je lui fais ça, puis un beau rapport, puis c'est simple. Quelques minutes,
je veux pas trop le simplifier, mais clairement que et la crédibilité envers le client, il comprend très bien pourquoi mon voisin s'est vendu tel montant. Ben, je vais vous l'expliquer, moi, pourquoi. Mais ça te prend beaucoup de data pour ça, pour être crédible. Donc, une grosse brique technologique derrière tout ça, derrière Centris, et tu le disais en introduction, hein, vous êtes aussi une entreprise technologique et de provider de techno. Mais il y a aussi un côté plus associatif, parce que comme tu disais, il y a des règles de partage, de commission, de réglementation. Comment ça s'agrège? Quels sont un peu donc on va dire qu'il y a Centris, mais qu'est-ce qui gravite autour de tout ça dans l'industrie immobilière au Québec? En réalité, Centris, c'est la création de l'industrie. C'est les professionnels qui se sont regroupés dans des associations, qui eux-mêmes se sont regroupés entre elles pour créer une association provinciale ou nationale, si tel était le cas. Puis, à force d'offrir différentes solutions technologiques, on a décidé de créer une entité séparée pour avoir le focus sur l'aspect technologique du MLS. Donc, Centris s'occupe beaucoup de l'aspect technologique et l'associatif s'occupe du volet encadrement. Donc, règles de collaboration, règlement de litige. Donc, nos rôles sont séparés, mais Centris appartient à l'industrie. Donc, c'est un tout, là. C'est comme le papa et la maman, là. Et alors, quelles sont ces associations tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que vous parlez, il y a un collège pour toute la partie formation. Oui, aussi, on a une troisième entité. Là, ça me fait penser à nos amis belges là, avec le CFIM, par exemple. Oui, fait que c'est très semblable. Oui, on a l'association, on pourrait dire, c'est le maître. Hein? Ça, c'est tous les courtiers sont regroupés ensemble, prennent des décisions. Puis après ça, il y a le volet techno avec Centris, puis il y a un volet éducatif. Donc, ça a été développé pour la formation de base, mais l'association offre aussi la formation continue à divers sujets. Donc, on pourrait dire que c'est un coffre à outils complet. Là. Donc, évidemment, l'associatif continue à jouer son rôle de représentant, de lobby, etc., que ce soit local ou régional, alors que Centris lui, voit vraiment au développement du MLS et des outils technologiques pour la profession. OK. Au niveau du fonctionnement, par exemple, si on fait un focus sur une règle, par exemple pour les commissions, comment ça fonctionne? C'est à chaque propriété, on va définir le pourcentage qu'on remet au courtier qui donne l'acquéreur, ou c'est des règles standardisées pour toute l'industrie? Certainement pas standardisé. En Amérique du Nord, et c'est pas propre au Québec, c'est en Amérique du Nord. Donc, je peux moins parler pour ce qui se passe en Europe de ce côté-là, mais je sais qu'il y a des organes similaires. Au Canada, on appelle le Bureau de la concurrence. Aux États-Unis, on dit le DOJ, Department of Justice. Ils regardent constamment tout l'aspect rétribution. Donc, à la base, la règle, c'est on ne peut pas imposer des règles sur quelle rétribution on peut demander au client, quelle rétribution on peut offrir aux collaborateurs. Ça doit être un libre choix. Donc, nous, on ne s'immisce pas dans les pourcentages, les échanges, on ne s'immisce pas dans ça. C'est une règle qui est là depuis longtemps, donc c'est propre à chacun de déterminer. Après ça, évidemment, toutefois, notre régulateur, donc là, on parle plutôt, le régulateur, c'est le gouvernement. Ils ont une section qui s'occupe spécifiquement de l'immobilier, puis eux voient très bien les avantages du MLS pour les consommateurs. Donc, on a réussi avec le temps à convaincre, ou je ne sais pas si c'est convaincre ou eux-mêmes étaient convaincus à la base, mais ils croient beaucoup au fait qu'une propriété doit être exposée. Que si le client renonce à le mettre MLS, il doit en être informé. Puis le pourcentage qui est offert, le consommateur doit le savoir. Parce qu'évidemment, le consommateur doit savoir que possiblement que si le courtier offre un peu plus, il y aura peut-être plus d'intérêt ou non, mais ça doit être fait dans toute transparence. Donc, à quelque part, on s'en occupe pas, mais le gouvernement, lui, s'assure que les consommateurs soient conscients de leur choix. Si je le mets MLS, c'est ça qui va se passer. Mon courtier va offrir tant aux collaborateurs. Ça doit être clair et transparent. Si je ne le mets pas MLS, voici les conséquences et je dois même cocher. Je renonce. Un peu comme... Donc, ça démontre l'importance du MLS, même aux yeux des gouvernements qui disent c'est une bonne chose pour les consommateurs. Ce qui n'était pas le cas là, il y a longtemps. Mais en voyant le système évoluer, on dit si un consommateur veut vendre, c'est dans son intérêt que ça soit exposé. Aujourd'hui, c'est un petit peu ça la réalité. C'est que pour de l'achat résidentiel, j'allais dire la majorité, mais tout le stock est sur Centris, en fait, qui passe par des professionnels. Après, il y a le marché des particuliers, on pourra en parler. Oui, mais il y a peut-être quelques exceptions ci et là, mais c'est anecdotique. Là. Est-ce qu'il y a une célébrité qui voudrait absolument pas, qui sont bien? Peut-être. Là, mais là, on tombe dans des éléments anecdotiques. Là. De façon générale, tout le monde comprend que c'est son bénéfice que la propriété soit exposée.
Puis le courtier également, ça fait en sorte que tu vas chercher le meilleur prix, mais aussi pour l'acheteur qui a confiance aux biens qui sont circulés, qui sont encadrés, qui ont des règles, etc. Toi, tu as l'occasion d'aller sur le marché un petit peu français. On s'est croisés souvent au Rent, et je sais que tu as des initiatives européennes aussi autour du MLS. Donc, je voudrais qu'on parle un peu de tout ça. C'est quoi ta vision, toi, aujourd'hui, du marché français en tant qu'acteur extérieur qui a un peu vécu cette bagarre de différentes associations qui n'arrivent pas à se mettre d'accord? Comment tu vois ça? C'est quoi ta vision du MLS? Est-ce qu'un MLS pourrait émerger en France? Que c'est quand même, moi, je suis dans l'industrie depuis 15 ans maintenant, et on en parle depuis souvent. Tu vois, je pense Jean-Laurent Lepeu, je le connais depuis 15 ans. Il y a plusieurs acteurs à qui on parle depuis longtemps de ça, et les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait. Non, mais... C'est quoi ta vision, ton analyse externe? On est un peu plus impliqué, là, j'y reviendrai là, avec l'Europe. Puis donc, je connais bien Jean-Laurent, je connais bien les acteurs aussi dans certains pays. Je me suis intéressé dernièrement, que ce soit en Italie, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg, un peu partout en Suisse, je connais des gens. Donc, je vois un peu la dynamique. Puis évidemment, la crainte est toujours la même. J'ai l'impression que je vais perdre un petit peu de mon morceau de tarte. Puis, tu sais, c'est la vision. Puis c'est normal. Puis souvent, quand ça va bien dans la vie, mais pourquoi changer? Hein? Mais le problème, c'est que c'est une vision plutôt court terme. Puis si on veut une pérennité dans la profession, que ce soit surtout comme dirigeant d'agence, puis tu veux léguer une agence en santé, mais ça va bien à court terme, ça ne veut pas dire que ça ira bien demain. Donc, puis on voit des grandes tendances qui s'en viennent par rapport à des gros groupes qui, pour le moment, ont déjà le contrôle du consommateur. Donc, avec tous les outils d'intelligence artificielle, etc., puis on reviendra aux visions de centristes, pourrait très bien prendre beaucoup plus de place qu'on le croit. Donc, quand tu as un peu d'anticipation, tu dis, il faut qu'on se développe. Donc, j'ai espoir, pour répondre à la question, qu'en France ou dans d'autres pays européens, les gens vont voir le bénéfice rapidement. Et c'est peut-être en l'essayant. Puis MLS, de la Côte d'Azur que tu mentionnais, mais c'est quand même un succès. Quand on compare, donc ça se fait. Si la question se dit « Oh non, ici, ça ne marche pas », mais non! Il y a des initiatives qui locales ou des initiatives d'acteurs différents du marché qui sont sur place. Il y a la MEPI, il y a des logiciels qui ont lancé leurs outils MLS, etc. Mais on voit quand même qu'il y a une concurrence et qu'il y a un enjeu politique. Oui, mais il y en a partout. Puis souvent, dans beaucoup de ces initiatives-là, on dit MLS, mais dans les faits, c'est pas toujours du MLS. Donc, les deux autres composantes de règles ou de règlements sont peu présentes. Ouais. Donc, on s'appelle MLS, mais finalement, il y a une composante et demie ou deux petites composantes. Puis ça fait en sorte que le système ne fonctionne pas toujours bien. En ce qui a trait à la politique, moi, j'encouragerais tout le monde à se parler. Parce que finalement, on dit, tous ces gens-là disent à leurs gens, vous devez collaborer, les courtiers. Puis encore une fois, mais eux hésitent à le faire entre eux. C'est un peu paradoxal. Ouais. Si la base, c'est la collaboration, c'est un drôle de discours. Hein? Fait que moi, si j'étais quelqu'un qui voulait être convaincu de gens qui ne veulent pas collaborer entre eux, mais qui me disent de collaborer, je serais un peu sceptique. donc, je les inviterais à discuter entre eux. Tu sais, vous mentionnez Jean-Laurent, mais il a l'expérience. Comme tout le monde, on a tous des expériences différentes, mais il y en a d'autres. Je vois en Belgique, là, ils débutent une initiative prochainement, etc. Fait, nous, on collabore avec ces gens-là. On veut aussi faire partie de cette aventure, puis on pense que ça peut arriver. Et c'est quoi le rôle de Centris là-dedans? Du coup, vous amenez de l'expertise, de l'expérience, des outils? C'est comment... Les deux. Les deux. Honnêtement, on travaille avec un partenaire technologique. Donc, on est deux partenaires technologiques. Puis nous, on a, comme on vient de mentionner, la chance d'avoir, oui, la technologie. Entre autres, on a un bel outil de portail qu'on prévoit lancer éventuellement. Mais on amène beaucoup l'expertise aussi. Donc, on a des gens de Centris qui aident ces groupes-là à avoir l'expérience, établir leurs règles d'affaires, comment on pourrait mettre en place des systèmes. Donc, on amène notre expertise, on pourrait dire, du domaine, puis on amène la technologie. Parce que, comme tu disais, et ça, je veux vraiment qu'on appuie dessus, le MLS, c'est pas juste partager des mandats dans un fichier commun, c'est tout ce qui gravite autour avec les règles, avec l'organe qui va trancher les problématiques. C'est pas juste on met en commun des trucs et puis chacun fait un petit peu sa soupe. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça la problématique, c'est que tu as des acteurs... Je pense à Jean-Laurent qui essaie de ramener tout le package, mais d'autres acteurs qui prennent une brique en se disant
on met en commun, mais il va y avoir moins de règles, on va laisser plus de flexibilité pour pas imposer des choses. Ce qui peut se comprendre, hein, je comprends ce point. Mais pour toi, il faut ces 3 composantes, c'est comme une recette, il faut tous ces éléments, on peut pas les dissocier. Ben, on peut se poser la question pourquoi peut-être ça n'a pas fonctionné après toutes ces initiatives. Puis, tu sais, je porte pas de jugement parce que la tendance naturelle d'une objection, c'est d'amener une certaine souplesse. C'est la tendance naturelle d'un être humain, de toute façon. Je t'amène une objection, je veux pas aller là, on va-tu à mi-chemin? Donc, mais peut-être qu'à mi-chemin, c'est pas le même voyage. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est un MLS, elle a les 3 composantes. Évidemment, il faut une certaine flexibilité dans le sens où on met pas 150 règles au départ. Mais on en met quelques-unes, puis ils doivent être respectées. Puis on commence avec les règles de base, puis on évolue. Puis on met un système de plus en plus professionnel, je l'appellerais comme ça, avec le temps. Donc moi, j'irais plutôt avec de la fermeté à petite échelle, plutôt que rien du tout. Ou à l'inverse, essayer de tout mettre dès le départ, qui fait en sorte que c'est une révolution. Ouais. Donc je pense qu'il faut s'entendre sur la destination, puis après ça, ben, être quand même méthodique dans l'application, mais ça prend des règles. Et ça prend une confiance que si jamais... on me dit, je vois sur une fiche d'un collègue qui va m'offrir tant, mais je vais avoir la confiance que si je fais le travail, j'aurai ma rétribution. Ouais. Si tu vas en être sûr, en fait. Ben, c'est évident, tu vas en être certain. Donc, si les règles en place ne m'inspirent pas la confiance, ben, est-ce que je vais participer? Moi, si je ne suis pas sûr comment ça va fonctionner par la suite. Donc, cela dit, des règles, c'est toujours un peu inquiétant quand on a travaillé sans règles, de façon autonome. Mais à la base, je le répète, l'objectif, c'est de donner confiance à vos clients. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est si je suis en Europe, je ne peux pas servir un client pour toute sa vie. Ouais. Je ne peux pas. Donc, je suis un professionnel, probablement le seul professionnel qui ne peut pas continuer à travailler avec son client. Ouais, est-ce qu'un médecin est avec son client, un avocat est avec son médecin, un comptable avec son client, mais un agent immobilier, ben, si j'ai ton bien, oui, si j'ai pas ton bien... c'est ça la problématique en France. Mais voyez-vous... Je suis acheteur, il faut que j'aille travailler avec l'agent qui a la propriété en vitrine ou sur son site, qui a le mandat, et j'ai pas le choix de l'agent. Alors, pour bien comprendre la philosophie ici, je suis acquéreur, je choisis mon courtier, à quelqu'un avec qui je noue une relation dans le temps, et lui a accès à l'ensemble des propriétés centristes, peut tout me faire visiter, peut tout me vendre et assurer de toucher sa commission. Donc, je suis un professionnel. Ce qu'on dit au Québec, c'est mon courtier et non pas le courtier pour cette transaction-là. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si tu fais un bon travail avec ton client, ben, il va te référer ses enfants, ses amis, c'est tout ça parce qu'il sait que tu vas pouvoir t'occuper d'eux. Ouais. Alors qu'en Europe, quand même qui te référerait. J'ai travaillé avec Florian, il était très, très bon agent immobilier. Mais quel bien il a à vendre? Non, mais je n'ai pas ce bien-là. Ouais. Donc tu te retrouves à travailler avec des gens. Donc, les meilleurs vont ressortir du lot dans la MLS, c'est évident. Parce que ceux qui auront des bonnes expériences auront les références des autres. Si vous trouvez que vous êtes un excellent agent immobilier, ben, vous êtes vraiment gagnant. Ouais. Parce que finalement, vous allez pouvoir accompagner vos clients et les amis de vos clients et les références de vos clients toute leur vie. Ce qui devrait être... Tous les professionnels font ça, sauf les agents immobiliers. Il faut qu'ils reconstruisent leur clientèle constamment. Oui, ils sont connus. Puis je comprends l'argumentaire de celui qui inscrit beaucoup de propriétés. Moi, dans ma communauté, etc., ben, les gens vont venir me voir. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, c'est quand même assez limité comme développement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bien gagner sa vie. Regarde, surtout ici sur le marché nord-américain, il y a des professionnels qui sont un peu spécialisés dans aller chercher les mandats, inscrire des propriétés. Et ils ne vont pas s'occuper des acquéreurs et des visites parce que c'est les autres professionnels qui gèrent ça. Et il y a des professionnels qui se font beaucoup avec les acquéreurs. Donc, Tout à fait. Et même dans les agences immobilières, souvent, puis ça, je pense que c'est le cas aussi en Europe, mais c'est encore plus vrai en Amérique, c'est que dans les agences immobilières, souvent, un nouvel agent immobilier, ils vont faire travailler avec les acquéreurs. Les gens vont travailler en équipe. Ils vont dire, hey, j'ai une agence immobilière. Moi, j'étais mieux travailler avec les acquéreurs, toi, t'as mieux travailler avec les vendeurs. On travaille en équipe dans l'agence. Là. Ouais, donc, pour les agences, honnêtement, c'est bon pour les agents immobiliers, mais c'est excellent pour les agences. Les agences, un jour, là, tu veux passer ton agence à quelqu'un d'autre, tu veux vendre ton agence, tu vas avoir la capacité de croître. Mais la MLS te permet de croître de façon illimitée. Là. Ouais, sachant que
quand on parle d'agence, en plus en Amérique du Nord, c'est quand même des modèles d'affaires de grosses agences par rapport à des agences Oui, mais en France. c'est peut-être dû au MLS quand on y pense. Ouais. Parce que finalement, si je suis cantonné dans ma... Oui, je suis très connu dans mon quadrilatère, peu importe la grandeur du quadrilatère, mais à partir du moment où tu as la possibilité de servir l'ensemble de la population, que tu aies le bien ou non, mais si tu as une belle agence performante, etc., tu vas grandir. Alors, je te pose la question, une agence au Québec, est-ce que tu sais à peu près combien de courtiers en moyenne ils ont, les tailles? Ben, je veux quand même faire attention à ça parce que désolé, c'était pas prévu, c'est toujours non, délicat de donner non, pas dans des ouais, c'est ça. statistiques, C'est délicat, mais c'est aussi il y a quand même un mythe dans le sens où oui, il y a de très grandes agences. Et il peut y avoir des agences avec 100 agents immobiliers, 200 agents immobiliers, 50, 60, 70, et il y a eu beaucoup de fusions dans les dernières années. Mais il y a aussi beaucoup d'agences, de petites agences, parce que même un courtier seul a accès à l'ensemble de l'inventaire. Donc, tu sais, évidemment, on voit toujours les grandes agences, puis effectivement, elles représentent un large pourcentage des courtiers immobiliers. Mais il y a des milliers de courtiers immobiliers qui travaillent dans des petites agences. Si demain matin, je veux partir une agence, ben, je pars une agence, j'ai accès aux biens. Il y a les deux. Mais la grande différence, c'est que oui, on a des grandes agences et c'est probablement dû au MLS. Ceux qui veulent devenir grands peuvent devenir grands. Ceux qui veulent rester petits, ils ont du succès. Ouais, c'est ça, c'est un peu... Donc, c'est plus dur de devenir grand si tu n'as pas d'MLS. Il y a une limite, disons-le comme ça. Ouais, clairement. On va parler un peu concurrence parce que tu étais au dernier range, je pense, les deux dernières années. Ouais, plusieurs années. Tu as vu un peu les portails immobiliers, les acteurs prennent une place majeure avec des enjeux et des problématiques que ça peut amener. Au final, avec le MLS, au Québec, vous n'avez pas vraiment cette problématique. Est-ce qu'il y a des portails immobiliers concurrents avec des parts de marché conséquentes pour les professionnels? Oui, on a un équivalent canadien là, qui est un portail très concurrent, puis dans le fond, dans lequel on participe, on s'est dit, il faut donner l'exemple. On dit aux gens de collaborer. Ben oui, donc on collabore avec le portail canadien qui est très présent. Il y a d'autres portails aussi qui viennent des États-Unis, qui tentent de percer. Puis moi, la compétition, je trouve ça super important. C'est ce qui fait que le matin, on se lève, puis on a une obligation d'être meilleur, donc de mieux servir les professionnels. Donc pour moi, c'est pas une menace, c'est bon d'avoir une certaine compétition. Ce qui est surtout important, ce qu'on me demande, c'est garde une pertinence pour que la profession continue à être de l'avant, que les gens aient confiance quand ils vont sur centris.ca. Donc, on a une obligation de développer notre site, continuer à l'améliorer. Mais la concurrence, c'est normal. Là, donc, Et justement, c'est quoi un peu, vous, les innovations, la vision, enfin, vers où vous allez avec Centris dans les prochaines années? On a parlé d'un développement en Europe, on pourra y revenir un peu plus dans le détail si tu veux. On peut parler des outils, puis on parlera du développement peut-être d'affaires par la suite. Là, mais au niveau, notre vision, on veut continuer à améliorer les outils des professionnels, c'est bien entendu. Le MLS amène, dans bien des cas, beaucoup d'offres d'achat simultanées. Hein? Donc, les vendeurs aiment ça. Les acheteurs, des fois, ça les déstabilise un peu parce que on est 7 ou 8 qui déposent une offre d'achat. Puis on ne parle pas d'enchères. On parle juste par la mise en marché, le fait qu'il y a plusieurs courtiers qui amènent leurs clients. Ça crée une dynamique intéressante qui, d'ailleurs, fait encore une fois en sorte que, travailler avec un professionnel, c'est essentiel parce qu'ils ont créé une dynamique importante sur mon bien. Donc, les acheteurs le voient, le vendeur le voit. Mais je fais une parenthèse comme ça, le marché français comprend. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi ici? Par exemple, il y a un bien qui va être à 400 000 dollars canadiens. Chaque courtier va venir avec ses acquéreurs. S'il y en a 5 qui sont intéressés, ils vont faire une offre d'achat qui est secrète, on va dire, qui est remis aux courtiers vendeurs, mais ils peuvent mettre 450 000, 420 000, 480, et c'est à la fin soit l'offre d'achat la plus forte, soit avec les conditions les plus avantageuses pour le vendeur. C'est le vendeur qui va choisir l'offre d'achat qui l'intéresse. Tout à fait. C'est ça, les offres multiples. Tout à fait, oui. Mais c'est caché, donc c'est pas des enchères, c'est pas en surenchérie. Non, c'est caché. C'est possible de faire des enchères, mais encore là, c'est anecdotique au Québec. Je sais qu'en Australie, ils le font beaucoup, mais au Québec, en Amérique du Nord, c'est plutôt le modèle que tu viens. Donc, une bonne mise en marché de l'agent immobilier qui fait en sorte qu'il crée une visibilité auprès de ses collègues pour amener de l'achalandage. Ils vont dire, par exemple, mardi, 18h, on regardera les offres. Donc, si vous voulez déposer une offre, faites une offre d'ici mardi, on regardera les offres. Et comme vous dites, c'est pas toujours le meilleur prix. Prix est certainement... des conditions. Mais ça peut être des conditions. Moi, c'est conditionnel à la vente de ma propriété. Un autre, c'est conditionnel
à l'inspection. Ouais, bien qu'on leur recommande à tous de faire une inspection de toute façon, peu importe. Mais revenons aux outils. Excuse-moi, mais j'ai parlé d'offres d'achat parce que c'est justement un des éléments qu'on pense qu'on peut optimiser la gestion des offres d'achat pour les consommateurs, pour le vendeur qui pourrait avoir des tableaux de bord pour voir les offres de façon plus organisée, des choses comme ça. Fait, le fait qu'on a amené beaucoup d'offres multiples fait en sorte qu'il y aura avantage de mieux structurer la gestion des offres. C'en est un exemple. Du point de vue de notre site consommateur, l'équivalent de Bien d'ici ou Se Loger ou autre site, dans notre cas, c'est beaucoup tout ce qu'on appelle le parcours du consommateur. Ouais. Donc, on veut améliorer, c'est beaucoup des sites de recherche aujourd'hui. Mais au-delà de la recherche, je pense qu'il y a un parcours d'une vie, puis on veut amener le consommateur à pouvoir l'accompagner d'un point de vue avec la technologie par rapport à, j'ai un projet ou j'ai un rêve dans un premier temps. Ça commence rarement par un projet. Au début, j'ai des idées, je suis jeune, je veux partir. On va t'accompagner à partir de maintenant. Créer tes différents projets. À partir de là, qu'est-ce que tu as besoin, etc. Puis on veut garder le consommateur captif. Jusqu'à après ça, j'ai fait l'acquisition de ma propriété. Donc, j'ai peut-être besoin d'autres services. Puis garder la connexion entre son courtier ou son agent immobilier et lui tout au long de son parcours d'une vie. Donc, garder la connexion au niveau technologique. Et donc, si le courtier peut communiquer différentes choses pendant... je ne sais pas, à tous les années, des statistiques, des choses. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il peut solliciter son agent immobilier. Mais ça se fait quand tu as la MLS. Parce que sinon... Ce que j'allais dire, ça, c'est possible de créer un peu son tableau de bord de ses projets immobiliers au court service. C'est possible s'il y a un endroit centralisé et un MLS. Ou l'autre possibilité, mais vous l'avez déduit probablement, c'est que finalement, quelqu'un le fera puis il essaiera d'enlever le courtier de l'équation. Là. Parce qu'il dit, moi, j'ai tous les consommateurs. Finalement, si j'enlève le courtier de l'équation, peut-être que je pourrais, lui, moi-même, être l'intervenant privilégié. Vous comprenez un peu ce qu'on est. Encore là, je pense qu'on voit le futur un peu. On se dit, est-ce qu'on attend de se faire bouffer par les grands qui vont prendre par la main les consommateurs toute leur vie, ou on garde les courtiers dans la transaction immobilière, ou pas juste dans la transaction, mais dans la vie immobilière d'un consommateur. Donc, nous, on veut que le courtier soit là toujours. Je reviens encore à mon concept. Évidemment, comme consommateur, si je veux changer de courtier, je peux changer de comptable aussi, là. Mais conceptuellement, on offre l'opportunité au courtier de l'accompagner son client toute sa vie. C'est un peu la prochaine développement. Ça m'intéresse. Il faudra que tu me montres les dessous de tout ça. Avec plaisir. Ça m'intéresse beaucoup et c'est une très belle vision. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous développez ou au niveau en plus de ça, ou c'est vraiment votre focus? Non, c'est un grand focus. Évidemment que toute la question de l'intelligence artificielle, on raffine. J'allais y venir. Toute la question de l'intelligence artificielle. Donc, là j'ose pas, toute la question de pouvoir se projeter dans une propriété sans rentrer dans des détails parce qu'on aura un lancement bientôt au Québec de différentes fonctionnalités, mais on peut s'imaginer des choses comme ça, là, tu sais, comment je peux me projeter dans cette propriété-là? Moi, j'ai déjà un style que je veux, mais est-ce que c'est possible de voir les propriétés selon le style que j'aimerais? Donc, l'intelligence artificielle amène différentes possibilités. Pas juste des visites immersives, mais beaucoup, beaucoup de choses autour de la capacité aux consommateurs de faire des sélections qui aujourd'hui est basée beaucoup sur des critères très tangibles. Là, 2 chambres, une salle de bain, telle superficie, tel endroit. Mais finalement, peut-être moins sur des critères qui sont plus trouve-moi donc un quartier qui correspond à mes besoins. Puis avec peut-être que ce type de propriété-là, moi, j'ai un budget de 500 000 canadiens. Mais peut-être qu'une à 300 000 avec 150 000 de rénovation arriverait exactement à ce que je veux. Mais l'intelligence artificielle pourra nous amener des choix en disant celle-là pourrait être celle-là dans ton budget. Mais si j'ai la recherche, je ne l'aurais jamais trouvée. Donc, on voit des développements comme ça. Et l'estimation de la valeur marchande. Fait que là, je prends du temps un peu sur tes questions. Mais... Justement, et ça amène ma question, toi, tout ce qui est l'intelligence artificielle, tu vois ça comme une opportunité ou aussi une menace potentielle qui pourrait remettre en cause la recherche immobilière comme elle est aujourd'hui, ou l'estimation immobilière aussi, parce que l'IA, si elle a la data, pourrait faire des choses aussi. Oui, elle pourra faire des choses, c'est certain. Elle pourra certainement guider, donner des bons estimés. Bon, évidemment, chaque maison a beaucoup de particularités. Donc, c'est là que je pense que l'intelligence artificielle nous permet de nous donner des estimés de mieux en mieux, mais c'est jamais la réalité. Puis quand on parle d'une maison de 600 000 $ ou 300 000 € ou 500 000 €,
Ben, si l'intelligence artificielle se trompe du 45 000 €, ben, c'est quand même beaucoup de sous. Ouais. Donc, c'est là que le professionnel entre en jeu. Donc, je pense que ça va, au contraire, faciliter la vie du professionnel. Moi, par exemple, tout le long de ma vie, je pourrais voir l'évolution théorique de la valeur de ma propriété pour faire des scénarios de réinvestissement, etc. Donc, ça, c'est Ouais. l'objectif. Puis après ça, ben, si j'ai à vendre quelque chose, ben, j'ai besoin du professionnel. Je ne veux pas laisser le 45 000 €. Ou à l'inverse, me tromper à l'inverse. Ma propriété n'a pas d'attrait sur le marché parce que je me suis fié sur l'intelligence artificielle. Mais par contre, si c'est pour me démontrer que j'aurais peut-être un peu d'argent pour pouvoir investir dans une propriété à revenu, ben, Ouais, là, c'est l'estimation de la valeur pertinent. marchande, c'est pertinent, là. Ouais. Donc, c'est toujours pertinent. Ça nous donne une bonne idée. Elle va être de plus en plus précise. Mais est-ce qu'on arrivera au stade où on pourra dire c'est exact? Probablement Ouais. jamais. Il y a trop de facteurs humains à la limite. La Ouais. personne, l'intelligence, elle ne sait pas que le voisin, c'est magnifique ou le contraire. Ouais. Hein? Bon, c'est un facteur OK. important aussi. Donc ça, vous êtes dessus, vous faites Aussi. des choses sur Ouais, l'IA. ouais. Super. Projet européen, enfin expansion, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous prévoyez ou qu'est-ce que vous voulez faire à ce niveau-là? Ben, en réalité, on a un devoir de collaboration avec les autres MLS. On a des outils qu'on a développés avec le temps, donc on aime bien les offrir. Évidemment, on fait rien de gratuit, là. Ça nous coûte des sous à nous aussi. Et à l'inverse, hein, quand il y a des MLS ou d'autres organisations qui ont des outils, ça nous fait vraiment plaisir de les incorporer dans notre coffre à outils. Donc, notre première expansion, c'est il y a déjà un peu avant la pandémie, 2019, en Colombie-Britannique. On leur a offert au MLS notre portail consommateur. Plus récemment, aux États-Unis, en Floride, à Porto Rico aussi, OK. on opère maintenant leur volet courtier OK. immobilier. Et ben là, on travaille en collaboration avec un acteur européen et des gens de la France, des gens de la Belgique. Puis, bon, il y a eu des annonces récentes, il y en aura d'autres. Puis notre intention, c'est, à tout le groupe, là, c'est d'amener d'autres gens à vouloir collaborer, travailler ensemble, bénéficier de, de- de l'effet de groupe, Ouais. finalement, là, que ce soit financier, mais surtout professionnel, puis de pouvoir avoir un forum d'échange ensemble. OK. Puis j'invite tout le monde à au moins nous contacter, puis voir comment on peut travailler ensemble. Donc c'est vraiment exporter le savoir-faire et la techno que vous avez développé ici. Donc Oui, créer la toile, hein, parce que dans notre projet avec les gens de l'Europe, ben, on veut créer la toile. On veut vraiment. C'est les gens de MLS Europe, vous le savez ouais. peut-être. Puis ce qu'on veut faire avec MLS Europe, c'est aussi de créer la toile avec le Québec, avec les autres participants, pour se dire. OK. Donc, des systèmes peut-être de référence aussi entre nous, puis créer une puissance. Mais oui, j'ai un collègue au Québec aussi, etc., etc. Donc, on veut créer une toile. Donc, pour nous, on a un bénéfice aussi à créer la toile. Tout le monde a un bénéfice. Est-ce qu'il y a une vision de, par exemple, créer un MLS international? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est possible? Ben, indirectement, notre toile, c'est un peu ça. Ouais. Là. Je veux dire, avant de le créer international, il faut solidifier, je crois, l'Europe, là, hein, ou certains pays ou certaines régions, les solidifier. Mais l'idée générale, c'est exactement ça. Quand on a commencé à avoir des échanges avec la Côte d'Azur, c'était simplement pour pouvoir collaborer, se connaître et que peut-être les agents immobiliers peuvent faire des affaires ensemble. Ouais. Là. Mais, tu sais, la planète devient un grand village. On voit très bien que les gens, de plus en plus, vont dire, comme à la bourse, j'investis plus tout dans la même compagnie, j'investis pas tout dans le même pays, j'investis dans différentes places boursières. Mais l'immobilier, de plus en plus, on voit ça. Les gens vont dire, ben, j'ai une résidence principale là, mais je vais m'acheter une résidence secondaire dans un autre endroit. Mais les Ouais. professionnels, s'ils veulent jouer le rôle, ben, dans Ouais, il ça, faut qu'ils il faut collaborent qu'ils et que les règles soient collaborent. claires. Exactement. Ok, donc super intéressant là, Ouais, comme ouais, vision. ouais. J'ai hâte de voir ce que ça donne en Bon, Europe et notamment en France parce que bah, moi reste persuadé que c'est un combat qui vaut le coup d'être mené et qu'il oui, faut mettre en place. oui, puis moi, je vois personne comme des compétiteurs, pour être bien Ouais, honnête. Je vois tout le monde comme des collaborateurs potentiels. Puis toutes les initiatives, je pense qu'on a avantage à se parler, à se dire, parce que c'est souvent, finalement, tout le monde veut le faire. Puis souvent, c'est un ou deux êtres humains qui tout le monde se dit, ben ça va être moi, ça va être moi. Mais au bout de la ligne, c'est ni un ni l'autre. C'est ensemble, là. C'est ouais. le groupe. Fait que c'est personne en avant, c'est tout le monde ensemble. Bah, je pense que c'est un beau mot pour conclure cette interview, c'est ce côté collaboratif, Ouais. comme tu disais. Et j'aime beaucoup ce que tu nous as raconté pendant l'interview, de dire on ne peut pas dire aux professionnels de collaborer si soi-même, entre acteurs MLS concurrents, on n'est pas prêt à cette collaboration. Oui, puis c'est la même chose quand tu m'as nommé par mon titre. Hein? Quelque part, le titre, ce n'est qu'un rôle, finalement. Ouais, Puis il faut des fois un peu se mettre derrière puis dire, ben, finalement, je suis un acteur, ça prend du leadership, c'est évident,
Mais finalement, est-ce si important que ça, que ce soit lui qui soit en avant ou elle qui soit en avant? Au bout de la ligne, ce qu'on veut, c'est que ce soit la profession qui soit en avant. C'est ça le but. Donc, on peut rester un peu sur les lignes de côté. On a tous un rôle à jouer. Il est tous aussi important que l'autre. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu voudrais aborder qu'on n'aurait pas abordé, Eric? Ben, j'aimerais bien laisser nos coordonnées s'il y a des gens intéressés. Avec grand plaisir. C'est ça. Donc, vous faites évidemment à contact@mlseurope.com ou eric.charbonneau@centris.ca. Donc, si tu peux le rappeler, ça serait super. Comme ça, si vous avez de l'intérêt, quoi que ce soit, discutez. Puis si vous pensez que le projet, il y a des failles, il faut les amener. Hein? Dans tous les cas, on veut entendre les bons commentaires, les moins bons. Fait que ça serait vraiment agréable. Sinon, sur le mot de la fin, je vous encourage à réfléchir, de ne pas avoir peur. Tous les courtiers qui ont du succès vont y gagner. Puis même ceux qui en ont un peu moins vont y gagner. Pourquoi? Parce que, de façon générale, les parts de marché des professionnels vont prendre beaucoup d'expansion avec la MLS. Ouais. Donc, les agences vont y gagner, tout le monde va y gagner. Donc, je pense de penser qu'on va perdre un peu de rétribution à court terme, c'est la même argent. Il n'y a pas moins d'argent, il y aura plus d'argent, plus facile à justifier vos honoraires également. Donc, collectivement, plus d'argent, il n'y a pas de raison de ne pas en avoir plus. Ouais, le gâteau est plus gros, il faut avoir une vision long terme. Quoi. Exactement. Bah, écoute, merci Eric en tout cas de t'être prêté au jeu de cette interview. Je pense que c'est très enrichissant et ça permet aussi d'expliquer ce que le MLS et les avantages. Donc, merci à toi et puis à très bientôt. Merci beaucoup Florian. À très bientôt, j'espère également. Merci Eric. Merci.